Hmm. On y va. Ok, il est 8 heures pile, donc je propose qu'on commence. Donc je souhaite la bienvenue à tous à la série de webinaires que le GPE euh, euh, fait de temps en temps, qui a commencé en 2016. Donc nous avons un calendrier fourni jusqu'à la fin de cette année 2017. Ainsi, le mois dernier, nous avons donc organisé un webinaire qui a été très réussi sur un certain nombre de pays, surtout ceux qui sont touchés par la fragilité et puis le conflit. Par exemple, des études de cas ont été présentées pour deux pays, donc le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Et donc, nous voulons reconnaître et remercier l'INE pour son appui donc, à ce webinaire aujourd'hui. Je suis donc Kwasi Soma, votre modérateur de cette séance aujourd'hui, donc chargé senior des opérations ici au GPE à Washington. Je suis donc rejoint dans la salle ici par mes collègues et nous sommes aussi en ligne avec beaucoup de gens, en particulier les intervenants qui prendront la parole à tour depuis New York, donc à l'UNICEF, Lomé, donc au Togo, et Antananarivo, à Madagascar. Donc avant de commencer, j'aimerais donc s'il vous plaît demander à tous qui ont un ordinateur ou bien un téléphone, donc de vouloir les mettre sous mode silence, mode silencieux je veux dire, afin d'éviter l'interférence, parce que cette séance-ci sera enregistrée et donc cela est en cours en ce moment. Pour faire un peu le point, donc les séries de webinaires font partie de l'initiative d'échange des connaissances et des bonnes pratiques du GPE, donc en réponse à la demande des partenaires sur des sujets que nous choisissons. Donc, compte tenu des enjeux en cours, donc des connaissances au niveau comme les systèmes d'éducation, l'équité, l'apprentissage, etc. Et donc, dans ce d'aujourd'hui, pour enchaîner, nous allons donc discuter du renforcement des systèmes éducatifs par le biais de la gestion et de l'analyse des données. Donc, le premier intervenant, ce sera donc l'UNICEF, qui va nous parler de ce qu'on appelle data mapping pour les anglophones, ou bien faire parler données, comme on dit en français. Et nos collègues donc, du ministère de l'Éducation du Togo et de Madagascar feront ensuite un peu le point de l'expérience dans leur pays respectif. Donc, pour continuer, l'initiative Data Maspic a été financée par le programme des activités donc, mondiales et régionales financées par le GPE, donc, qui engage les partenaires dans l'éducation, donc à la recherche et à l'application de pratiques fondées sur les connaissances nouvelles, donc en matière d'éducation et en particulier dans trois domaines précis, à savoir les résultats d'apprentissage, le financement d'éducation et les enfants non scolarisés. Donc, en guise de rappel, j'aimerais mentionner que le portefeuille de ce programme comprend en fait 15 financements d'une valeur totale de 31 millions de dollars américains, donc approuvé par le conseil d'administration du GPE en 2013. Donc ça, c'est faire un peu le point. Et donc, avant de passer la parole donc, aux intervenants, j'aimerais donc vous rappeler
s'il vous plaît, donc de mettre sur mode silencieux ordinateur et téléphone. Si vous avez des problèmes de connexion, donc nous vous informons que vous pouvez aussi envoyer un courrier électronique à webinars@globalpartnership.org. Vous pouvez également aussi envoyer un courriel qu'on lit à temps réel. Et donc, après l'intervention, les 3 interventions de l'UNICEF, donc du Togo et de Madagascar, nous aurons donc une séance de questions-réponses sur ces sujets qui ont été présentés. Et donc, nous vous invitons, donc, vous pouvez envoyer vos questions tout au long du webinaire et nous ferons en sorte que donc les réponses seront donc apportées à ces questions-là. Donc, vous pouvez également partager vos commentaires et vos questions via la fonction de discussion du WebEx. Donc, comme je l'ai dit au départ, cette séance sera donc enregistrée. D'ici 2 semaines, au grand plus tard, nous vous enverrons donc aux participants d'aujourd'hui les ressources donc relatives à ce webinaire et donc un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir tout ce qu'il y a comme documentation. Donc maintenant, il me revient votre aimable serviteur avec un grand plaisir donc de vous présenter nos éminents intervenants. Donc Gabriel Bonnet, spécialiste en éducation UNICEF. Kossi Komeni Sali, qui est chef de l'unité de statistique, département de la planification et de l'évaluation de l'éducation, donc au ministère de l'Éducation, donc au Togo, et Joël Sabas Désiré Adriana Alexandrie, qui est directeur département de la planification, l'éducation, donc ministère de l'Éducation Madagascar. Donc, sans plus tarder, j'ai donc le grand plaisir de passer la parole à Gabriel depuis New York pour faire sa présentation. 10 minutes. Ok, merci beaucoup Kwasi. Je vais essayer de partager mon écran pour pouvoir contrôler la présentation. Alors, une seconde. Je ne sais pas si ça marche. Est-ce que vous voyez la présentation? C'est exact. Voilà, c'est bon, ça marche. Ok. Donc, comme l'a dit Kwasi, je vais faire d'abord une présentation générale de l'initiative avant les présentations des pays. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette initiative Data Must Speak, c'est-à-dire faire parler les données? Eh bien, elle a démarré en août 2014 et il s'agit d'une initiative d'assistance technique. Donc, l'idée, c'est de renforcer l'utilisation des données produites par le système éducatif et à tous les niveaux, c'est-à-dire du niveau du ministère au niveau des écoles. Le but, c'est d'avoir un système éducatif qui est mieux géré et aussi d'avoir une plus grande responsabilisation sociale, un plus grand retour d'information jusqu'au niveau local, au niveau des écoles, des parents, des enseignants, et donc renforcer la redevabilité du système vis-à-vis des utilisateurs. Et puis finalement, en appliquant cette initiative dans plusieurs pays, l'idée est aussi que, en mettant tout ça en commun, on va pouvoir mieux évaluer, identifier ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour faire participer les communautés au fonctionnement de l'école, améliorer l'équité et le niveau des apprentissages. Donc, combien de pays? Pour l'instant, nous avons 5 pays impliqués, le Népal, Madagascar, Philippines, Togo et la Zambie. Donc, les 2 pays, Madagascar et Togo, vont parler aujourd'hui. Et via un appui technique de l'UNICEF et du pôle de Dakar et IPE UNESCO. L'appui financier, comme l'a dit Kwasi, donc à l'origine, il y a eu un appui du Partenariat mondial pour l'éducation. Il y a aussi un appui financier important de la fondation Hewlett.
et puis de l'UNICEF, en particulier via la contribution de la Norvège. Alors, de quoi part-on? Eh bien, on part d'un constat. Un grand nombre d'enfants, donc 121 millions d'enfants, sont encore hors de l'école. Et derrière ça, il y a un problème d'équité, puisque ce que l'on constate, c'est que en gros, 10% des enfants qui sont les plus éduqués ont autant de ressources financières publiques que 90%, les autres 90% des enfants. Donc il y a un gros problème d'équité. Il y a aussi un problème de redevabilité, puisque eh bien, il y a une communication qui se fait du gouvernement, au ministère, aux écoles, etc. Mais par contre, les parents et les communautés, généralement, ont très peu d'interaction directe avec l'école. Et puis, il y a un problème de qualité, c'est-à-dire que on met peut-être de l'argent dans les écoles, mais au final, il n'y a pas toujours l'apprentissage qui suit, et 250 millions d'enfants ne maîtrisent pas les compétences de base, et pourtant, la moitié d'entre eux, en gros, ont été jusqu'à la classe de CM1. Donc, un gros problème d'apprentissage. Donc, que propose ce projet? Eh bien, d'abord, donc, appuyer les processus de planification au niveau de l'école pour mieux répondre aux besoins, améliorer le suivi et la supervision des écoles, donc en particulier aider à identifier les écoles où il y a des difficultés, des problèmes, impliquer davantage les communautés et aussi aider à la répartition des ressources financières, que ce soit les subventions aux écoles et aussi des ressources humaines, c'est-à-dire les inspections, les enseignants, etc. Alors, comment ça marche? Eh bien, dans un système éducatif standard, il y a une collecte de données au niveau des écoles, elles sont saisies, elles sont analysées au niveau central. Et puis, ça s'arrête là, il n'y a pas vraiment de retour d'information. Donc, le principe du projet, c'est qu'on va accroître ce retour d'information, un retour d'information à tous les niveaux, au niveau des régions, au niveau des inspections, au niveau des écoles. Et ce retour de l'information va permettre une amélioration évidemment de la qualité des données. Si elles sont utilisées, eh bien automatiquement il y a un besoin qu'elles soient de meilleure qualité. Aussi une allocation des ressources sur une base factuelle, c'est-à-dire sur la base de où sont les écoles qui ont vraiment le plus de difficultés et le moins de ressources. Un appui pédagogique ciblé, si on sait là où il y a des problèmes, là où les choses vont bien, on va pouvoir mieux cibler là où on intervient. Et puis une implication au niveau des écoles, de la communauté dans la gestion de l'école. Alors, quelle est l'approche? Eh bien, l'approche n'est pas une approche générique, il y a bien une approche commune dans tous les pays. On fait une analyse de la situation des pays et on consulte largement pour définir les priorités. Mais derrière ça, il y a aussi des activités à la carte qui permettent de voir avec chaque pays quelle est la demande, quels sont les besoins, quels sont les liens avec le plan sectoriel, qu'est-ce qui permet de mieux se coordonner avec les autres partenaires. Et le projet, il n'est pas mis en œuvre depuis l'UNICEF siège ou depuis le Washington, il est mis en œuvre directement par les cadres du ministère. Alors, juste pour vous donner un exemple d'activité et vous en saurez plus avec les présentations de nos pays, eh bien, une activité commune à tous les pays a été le développement de tableaux de bord. De tableaux de bord qui fournissent des informations sur le système éducatif au niveau régional, au niveau des inspections, des districts et au niveau des écoles. Et les tableaux de bord au niveau des écoles, il y a des tableaux de bord qui peuvent être utilisés par les enseignants, les directeurs d'école, mais il y a aussi des tableaux de bord simplifiés qui sont faits pour être plus compréhensibles par les communautés, qui permettent une meilleure implication des communautés. Donc le projet aussi fait des formations associées à cela. Il permet aussi de travailler sur l'amélioration des liens entre les données du système EMIS et les données d'apprentissage, parce que bien souvent on manque de liens entre ces deux types de données, et du coup il y a aussi peu de retours d'informations sur les données d'apprentissage, et si on veut pouvoir au final améliorer l'apprentissage, il est important de faire intervenir ces données-là. Et aussi nous avons travaillé à développer par exemple des indices d'équité pour permettre d'identifier là où il y a les plus gros problèmes et comment mieux allouer les ressources. Donc ce sont juste quelques exemples et je pense que l'essentiel maintenant va être de passer la parole au pays. Merci. Alors comment j'arrête de partager mon écran?
Oui, je crois que c'est le cas. C'est bon. Donc, merci beaucoup, Gabriel. Donc, nous allons donc passer sans plus tarder donc, à notre deuxième présentation, cette fois-ci, présentation pays. Et donc, pour cela, j'ai donc le plaisir de passer la parole à M. Kossi, donc Pepani Sali du Togo. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Il faut dire qu'au Togo, nous avons 4 ministères qui gèrent le système éducatif, dont le ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, qui a bénéficié de cet appui pour la mise en œuvre de ce projet. Nous avons au total plus de 7000 écoles primaires, dont environ 5000 publiques. Et au niveau du secondaire, près de 2000 établissements du secondaire, avec 1000, la moitié, 1000 publics. Donc, s'agissant de l'architecture, nous avons 4 niveaux. Il y a donc le niveau école, établissement, le niveau inspection, le niveau régional et le niveau central. Alors, est-ce que ce projet est vraiment pertinent pour le Togo, vu le contexte Togo? Il faut dire que les tableaux de bord déconcentrés étaient produits au Togo depuis 2012. Cependant, leur présentation était plus technique et plus adaptée à la compréhension de tous les acteurs. Et c'est un outil qui servait plutôt au niveau central et déconcentré, mais pas trop au niveau des écoles. Donc, la mise en œuvre de ce nouveau projet est très pertinent pour le Togo et doit permettre d'améliorer. Allô? Doit permettre d'améliorer la présentation pour envoyer de l'information aux acteurs. Donc, ça doit permettre de rendre ce tableau plus lisible et compréhensible à tout le monde, quel que soit son niveau. Quelqu'un a son microphone ouvert, s'il vous plaît? Vous mettez sur silence si vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Ah, c'est les autres. Voilà, Je peux continuer? Allez-y, s'il vous plaît. Oui, donc, permettre à tous les acteurs, quel que soit leur niveau, de pouvoir comprendre ce tableau et d'apporter des mesures correctives pour améliorer la gestion des établissements scolaires et aussi améliorer la qualité des données, comme on vient de le dire dans la précédente présentation. Alors, quelles sont les principales étapes? Il y a eu la constitution d'une équipe technique et des comités ad hoc. Nous avons eu à faire l'analyse de l'existant et la définition des priorités en rapport avec notre plan sectoriel de l'éducation, surtout pour la composante gestion de ce plan sectoriel. Donc, il était question de renforcer les comités de gestion par la relecture des textes qui régissent ces comités et le développement des tableaux de bord simplifiés à destination des communautés. Nous avons également eu à généraliser, bien l'une de nos intentions est de généraliser la pratique du projet d'école, parce que ça se fait dans certains établissements. Donc à partir des tableaux de bord, nous allons pouvoir élaborer des projets d'école pour toutes les écoles du pays. Et aussi appuyer la supervision pédagogique. Le développement de ces tableaux de bord doit permettre aux inspecteurs de cibler certaines écoles qui ne fonctionnent pas correctement, mais au même moment d'autres écoles qui fonctionnent très bien pour pouvoir partager les bonnes pratiques. Il est aussi question d'allouer rationnellement les ressources, notamment les enseignants et les manuels, parce que c'est à partir des indicateurs du tableau de bord qu'on peut vraiment voir là où se trouvent les besoins en enseignants et en manuel scolaire. Donc nous avons eu, en termes d'activités réalisées ou en cours de réalisation, donc à développer les maquettes pour l'enseignement primaire et le premier cycle du secondaire. Pour le primaire, on va jusqu'aux communautés, mais pour le secondaire, on s'arrête au niveau établissement scolaire. Nous avons aussi eu à exploiter les données des examens. Alors ces données sont maintenant saisies. Avant, tous les examens n'étaient pas informatisés, mais actuellement, nous avons
essaie d'informatiser le CPD, qui est le premier examen du primaire. Donc, ces données sont saisies et intégrées donc, au tableau de bord. Pour le secondaire, les données sont aussi intégrées au tableau de bord. S'agissant toujours des activités, il y a l'appui à l'utilisation des tableaux de bord école. Donc, on a eu à développer des modules de formation en gestion à la base pour l'utilisation des tableaux de bord simplifiés. Nous avons aussi élaboré un guide d'utilisation des tableaux de bord et nous avons eu à former les inspecteurs et les cadres de gestion à l'utilisation des tableaux de bord qui, à leur tour, pourront former les communautés et les directeurs d'école. Dans le tableau de bord, nous avons aussi intégré l'indicateur d'efficience au niveau des inspections et qui permet de répartir les subventions péri. Vous savez que le péri appuie les inspections dans le cadre des contrats de performance. Donc, les montants des inspections sont calculés à partir de l'efficience, de cet indicateur d'efficience des inspections. Le tableau de bord des inspections est aussi utilisé pour élaborer leur plan de travail des inspections. C'est un plan d'action. Donc, avec le tableau de bord, on a pu faire l'état des lieux, l'étude diagnostique, à partir de l'analyse des boulots d'étranglement. Et actuellement, l'impression du tableau de bord 2014-2015 est en cours et sera distribuée à la rentrée 2017. Mais l'idée est de pérenniser cette pratique dans les années à venir. Alors, quelle est la structuration du tableau de bord du Togo? Premièrement, nous avons les données générales et les données de contexte général pour voir un peu la région, la préfecture dans laquelle se trouve l'établissement. Et aussi, en matière de contexte, est-ce qu'il y a l'électricité, est-ce qu'il y a l'eau, est-ce que l'école est accessible toute l'année. Ensuite, des informations sur la qualité et la cohérence des données pour leur amélioration. Nous avons aussi les données sur les moyens au niveau de l'école, les enseignants qui sont répartis selon leur statut, l'existence des manuels scolaires dans l'établissement, les salles de classe, les ratios élèves, table banc, etc. Nous avons aussi les résultats aux examens. Nous avons le taux de redoublement. Nous avons aussi la parité filles-garçons. Donc, tous ces éléments sont mis en regard avec les résultats. Les moyens et les contextes sont mis en regard avec les résultats dans une perspective de comparaison par rapport aux écoles qui sont dans le même contexte, c'est-à-dire dans la même inspection, pour voir est-ce qu'au niveau de l'inspection, on ne peut pas essayer d'améliorer les conditions de certaines écoles. Aussi, nous faisons la comparaison avec la région, c'est un niveau un peu plus élevé, pour voir au niveau de la direction régionale de l'éducation, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de ces établissements-là. Et enfin, au niveau national, pour les décideurs à ce niveau. Donc, comme je l'avais dit, il y a un guide d'utilisation qui est produit, et donc chaque acteur, que ce soit au niveau de l'école, la communauté, l'inspecteur, le directeur régional ou le niveau central, sait à peu près ce qu'il doit faire pour pouvoir améliorer suite aux informations que nous avons dans le tableau de bord. Alors, quelles sont les prochaines étapes, les activités? Nous avons à finaliser le tableau de bord pour pouvoir arrêter un format et donc à intégrer prochainement les données de 2015-2016 et de 2016-2017 que nous avons déjà avec des bases de données apurées. Les tableaux de bord simplifiés seront révisés pour qu'ils soient plus compréhensibles pour les acteurs au niveau déconcentré, au niveau local. Nous allons poursuivre la formation en cascade. Les inspecteurs sont déjà formés, donc nous chercherons à intégrer dans leur contrat de performance la formation des directeurs des communautés sur l'utilisation des tableaux de bord. Et les réflexions sont également en cours pour le développement d'autres outils à mettre à la disposition des inspecteurs pour la supervision pédagogique. Mais de tout ça, il faut vraiment assurer la soutenabilité du développement et la mise à jour régulière des tableaux de bord. Effectivement, nous avons fait plusieurs avancées, mais sans difficulté. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté.
Donc, sur le plan technique, nous avons plusieurs sources de données. Nous avons parlé des examens, nous avons parlé des données financières, par exemple, mais les structures qui gèrent toutes ces données n'utilisent pas le même code pour identifier les écoles. Ça fait que la fusion des données provenant des différentes bases de données n'est pas vraiment facile. Il y a aussi quelques incohérences que nous relevons dans les données, mais nous sommes en train quand même de tout mettre en œuvre pour pouvoir améliorer la qualité et la fiabilité des données. Au niveau institutionnel, il y a plusieurs structures qui sont impliquées, donc il y a un problème de coordination entre les différentes structures qui sont impliquées dans ce projet. Et enfin, au niveau des ressources humaines, le ministère n'a pas suffisamment de ressources humaines techniques. Ça fait que ceux qui font le travail sont aussi appelés à d'autres choses, si bien qu'ils n'ont pas tout le temps nécessaire à consacrer au projet. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je voudrais rappeler aux participants d'utiliser la fonction donc chat live stream pour commencer déjà à poser, à nous soumettre les questions pour qu'il n'y ait pas peut-être de temps mort dès qu'on entame cette partie importante du webinaire où on pourra donc répondre aux questions ou bien au moins une partie des questions qui seront posées. Voilà, donc je vous remercie. Donc, on continue donc avec la deuxième présentation donc pays. Et donc pour cela, donc j'ai le grand plaisir de passer la parole donc à Joël Sambas Désiré Adrena Lisandri, qui a 10 minutes pour nous faire sa présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Là, j'attends le partage de la présentation sur l'écran. Bon, peut-être que je vais commencer en attendant le partage de la présentation. Là, ce que je vais présenter va se diviser en 5 parties. D'abord, présenter le contexte général, puis les processus, et troisièmement, la théorie du changement et l'articulation avec notre plan sectoriel de l'éducation, et présenter brièvement aussi les tableaux de bord, et dernièrement l'implication des communautés. Bon, pour le contexte, vous savez, Madagascar est une grande île de plus de 570 000 km² avec 22 millions d'habitants. Et nous avons un système déconcentré dans 22 régions, 114 districts et plus de 23 000 écoles primaires publiques. Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde, puisqu'en fait 91% de la population vit sous le seuil de $2 par jour. Et il y a aussi la fragilité par les impacts des phénomènes environnementaux tels que El Niño, les cyclones, et aussi de la crise socio-politique qui a sévi de 2009 en 2013. Et il y a l'appui des partenaires techniques qui se sont retirés. C'est pourquoi les parents contribuent jusqu'à hauteur de 40% pour les dépenses d'éducation. Et on a constaté que les performances éducatives sont en dégradation. Par exemple, le taux net de scolarisation dans le primaire est de 69% actuellement. Et les résultats
sur les évaluations des acquis scolaires type PASEC, Madagascar figure en les résultats parmi les plus bas. Bon, pour le processus, en 2012, nous avons élaboré un plan intérimaire de l'éducation dont l'objectif était de préserver les services d'éducation et assainir les bases du système. Dans le cadre de ce plan intérimaire de l'éducation, ça a été déjà prévu l'élaboration d'un plan sectoriel de l'éducation actuellement qui est en phase de finalisation. Donc voilà pour le plan sectoriel. On a introduit cette initiative à partir de 2014. Il y avait donc des consultations et la définition des objectifs spécifiques qui est donc en lien avec les priorités sectorielles. Pour ce faire, on a mis en place un groupe technique au sein du ministère de l'Éducation nationale et on a aussi l'implication des partenaires techniques, des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des financements dans le cadre de programmes de dons du GPE, de l'UNICEF et de la Norvège. Donc, en 2015-2016, on a eu les appuis techniques de l'UNICEF et UNESCO pour le développement des tableaux de bord et le testing de ces tableaux de bord qui, pour le signaler, qui sont générés automatiquement à partir de la base de données du système éducatif. Donc l'application a été développée par nos techniciens, bien sûr avec l'appui d'UNICEF et de l'UNESCO. En 2017, donc c'est l'introduction à la formation prévue à l'échelle nationale, puisque nous, on a déjà mis en place ces tableaux de bord actuellement dans 1600 écoles primaires publiques. Donc, pour étendre dans les 24 000 écoles primaires publiques. Bon, le principal but, c'est pour les tableaux de bord, c'est de mettre à la disposition des différents acteurs, à tous les niveaux de gestion du système éducatif, des outils de planification adaptés, destinés à les responsabiliser et à améliorer leur performance. Bien sûr, il y a d'autres des objectifs comme pour alimenter et renforcer les dispositifs d'encadrement de proximité au niveau de ces écoles, puisqu'en fait, tous les inspecteurs pédagogiques sont maintenant à la retraite, donc l'équipe pédagogique se trouve à une distance, disons, éloignée des écoles. Donc c'est dans le cadre de renforcement de cet encadrement de proximité. Donc comme on l'a signalé tout à l'heure, c'est aussi pour améliorer la fiabilité des données et la reddition des comptes, puisqu'il y aurait donc ce retour d'information effectif et la transparence qui va s'accroître au niveau des écoles. C'est aussi pour éclairer la prise de décision, notamment dans l'affectation des ressources disponibles. Donc c'est pour avoir donc une gestion plus efficiente et équitable. Donc en fait, c'est donc pour améliorer le pilotage et les performances du secteur. Donc surtout dans les indicateurs clés comme l'accès et la rétention, le redoublement, les disparités entre les genres et les résultats d'apprentissage. Bon, proprement dit, en ce qui concerne les tableaux de bord, comme ce qu'a présenté l'équipe de Togo tout à l'heure, dans la première partie, il y a donc l'identification des écoles, les communes où se trouvent les écoles, les districts, les régions, et le nom, surtout le nom de l'école, et le code d'établissement. Puisque chez nous, donc, la base, toutes les écoles ont un code unique, que ce soit pour les bases de données sur les examens ou les bases sur le SIG ou les MIS. Donc la deuxième partie, ce sont des marqueurs.
Donc, pour signifier dans les différents tableaux, si c'est coloré en bleu, donc cela veut dire qu'il y a des données manquantes. Si c'est coloré en jaune, donc il faudrait vérifier ces données. Et si c'est coloré en rouge, donc c'est que l'école est en dessous de la moyenne. Donc attention, il faut faire quelque chose dans tel indicateur. Bon, en ce qui concerne les résultats, il y a donc les résultats scolaires et les résultats des apprentissages. Dans les premiers résultats, il y a l'abandon et la rétention, et ensuite le pourcentage de redoublants. Donc tous ces indicateurs sont donnés par niveau, par classe. Donc pour le passage du CP1 vers le CP2 et ainsi de suite. Le taux de survie dans les cours élémentaires, le taux de survie, que ce soit pour les garçons et pour les filles, donc c'est pour voir cette disparité entre les genres. Et il en est de même pour le pourcentage des redoublants. Donc c'est regardé par classe, dans quelle classe il y a beaucoup plus de redoublants et comment il y a une comparaison donc, entre les filles et les garçons. La situation de chaque école est comparée par rapport à la situation moyenne de la commune, ainsi que par rapport à la circonscription scolaire qui est au niveau des districts. Pour les résultats des apprentissages, nous avons une base de données sur les examens officiels, le CPE, certificat d'études primaires élémentaires, où on a analysé donc les scores moyens des élèves dans 3 disciplines, spécifiquement le malgache, le français et les mathématiques, et on a combiné les scores moyens dans les autres disciplines. Donc on peut voir dans quelle matière l'école présente des résultats, disons, plus bas que par rapport à la moyenne au niveau de la commune, ainsi que par rapport à la circonscription scolaire. Et ensuite, il y a la comparaison entre les résultats des filles et des garçons. Donc c'est pour analyser l'équité entre les genres. 4e partie, il y a les ressources, présentation de ressources, que ce soit en enseignant, l'effectif des élèves, les salles de classe et le nombre de classes pédagogiques. Et d'autre part, il y a bien sûr le ratio élève-maître, la situation de l'école, si c'est une école à cycle complet ou incomplet, l'existence de points d'eau, d'électricité. Donc c'est l'environnement scolaire de l'école. Et enfin, il y a les ressources financières. Combien ont reçu les écoles en termes de subventions, que ce soit de l'État ou des partenaires techniques. Combien sont les cotisations des parents d'élèves et ainsi de suite. Et toutes ces ressources sont analysées par la suite. Donc, il y a une 5e partie où on analyse l'efficience par rapport, donc les résultats par rapport aux ressources disponibles. Là, nous avons mis dans le tableau un schéma pour classer toutes les écoles de la ZAP, de la commune, et la situation de l'école dans les données sont figurées dans le tableau de bord. Enfin, avant de terminer, c'est que pour impliquer les communautés locales, on a fait une réforme de l'organisation au sein de toutes les écoles primaires publiques, en impliquant bien sûr toute la population, la communauté autour de l'école, et donner aussi le principal rôle du directeur d'école au sein de la communauté, pour qu'il y ait une obligation de la transparence et pour pouvoir initier cette planification communautaire pour élaborer bien sûr un projet d'école contractualisé avec la communauté locale. Comme notre collègue de Togo, nous avons ce tableau de bord de l'école, mais aussi un tableau de bord simplifié à l'usage de la communauté, où tout est schématisé
sur le nombre des enfants qui ne sont pas à l'école. Et ça, c'est la communauté qui remplit les cases pour l'école. Mais pour les autres, c'est donc tiré à partir des indicateurs, par exemple, comme le nombre d'enfants qui quittent l'école, donc les déscolarisés, et est-ce que c'est au dépend des filles ou des garçons, et aussi pour le pourcentage de redoublement. Là, on montre ça schématiquement sous forme de fromage. Quelle proportion de garçons ou de filles qui redoublent le plus au niveau de l'école. Voilà, si je résume un peu le tableau de bord. Et là, nous avons des schémas. Maintenant, malheureusement, on ne peut pas voir ça sur l'écran. Et après ces formations qu'on a déjà dispensées auprès des 1600 écoles, c'est que là, il y a une phrase qu'a dit une directrice d'école primaire. Ce qu'elle a dit, c'est qu'enfin, on ne sera plus jugé simplement sur l'état de nos infrastructures, mais sur nos réelles performances. Ainsi, mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre aimable attention. Je vous remercie. Et je retiens particulièrement cette cotation qui est vraiment parlante. Parce qu'on n'a pas besoin d'immeubles à 20 étages avec des envers polis pour apprendre. Voilà, je vous remercie. Donc, sans plus tarder encore une fois, je pense que nous sommes arrivés donc, à l'une des parties les plus fondamentales donc, de ce webinaire, qui va donc offrir l'occasion donc, aux participants donc, de poser donc, directement des questions. Et j'avais invité donc, l'ensemble des participants à soumettre leurs questions pour qu'on soit beaucoup plus efficace. Je ne sais pas s'il y a eu déjà des questions qui sont venues en ligne. Et donc, je crois qu'on va procéder par donc avoir une série de questions, peut-être 2 ou 3 questions à la fois. Et donc, on va relayer ces questions-là donc à ceux qui sont compétents pour répondre à ces questions-là. Moi, je ne fais que passer les questions. Et les présentateurs donc, se chargeront d'essayer le mieux possible de répondre à ces questions-là. Je vous propose aussi de veiller à inclure dans le nom, à votre nom et le nom de votre institution quand vous avez vos questions pour qu'on puisse clairement prendre note. Et l'avantage d'avoir ces séances de webinaire, c'est que c'est live, c'est enregistré, donc à la fin, comme je l'ai dit dans quelques semaines, donc tous les participants auront donc les documents et tout ce qui est applicable donc, à ce webinaire. Donc voilà. Comment est-ce qu'on procède Je peux lire les questions. Voilà. D'accord. Donc, mon collègue va lire ces questions qui sont déjà venues live et comme ça, on les relaie au fur et à mesure. Je vous remercie. Très bien. D'accord. Bonjour à tous. Je m'appelle Yann McPherson. Je suis avec le secrétariat de GPE ici à Washington. Alors, on va commencer avec 2 questions pour le Togo. En premier, la question de Hassimiou Diallo vous pose la question quelle est la périodicité de la mise à jour des TDB? Et deuxièmement, la collecte des données est-elle numérique ou sur papier? Les questions à Togo. Je vais les répéter. Quelle est la périodicité de la mise à jour des TDB? Et deuxièmement, la collecte des données est-elle numérique ou sur papier? Togo, s'il vous plaît. Et après ça, on va passer à Madagascar pour d'autres questions. Ok, merci. Au Togo, la périodicité de la mise à jour des tableaux de bord d'école doit être annuelle. Pourquoi il doit être? Parce que c'est vrai qu'actuellement, nous avons un peu de retard
Mais l'idée, c'est que déjà en décembre, la rentrée souvent c'est en septembre, déjà en décembre, nous avons nos bases, la collecte des données qui est faite, les bases de données apurées, et donc les tableaux de bord aussi doivent être mis à jour pour qu'ils soient renvoyés dans les écoles pour pouvoir prendre des dispositions qui s'imposent déjà au cours de l'année scolaire. S'agissant de la collecte, elle est sur papier. Nous imprimons des fiches que nous envoyons dans les établissements scolaires, les chefs d'établissement remplissent, mais après ça, au niveau de l'inspection, qu'on fait la saisie des données. Donc, voilà. Et ces données remontent vers la région, puis vers le niveau central. Je crois avoir répondu aux deux questions. Merci. Je vous remercie. Très bien, merci. Alors, pour Madagascar, est-ce que vous pouvez décrire que sont les challenges principaux pour l'implémentation du programme? Allô, Madagascar, vous êtes en ligne? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ouais. Est-ce que vous pouvez décrire que sont les challenges principaux pour implémenter le programme? Et je crois que c'est une réflexion que dans la présentation du Togo, ils ont réfléchi un peu que sont les défis, voilà. Et si vous pouvez réfléchir un peu que sont les défis principaux chez vous à Madagascar, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Là, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons plus de 24 000 écoles primaires publiques. Là, on vient de commencer donc cette initiative l'année dernière. Et actuellement, on a pu mettre en place c'est-à-dire on a développé les tableaux de bord dans ces écoles, dans les 1600 écoles. On a formé donc les chefs, les directeurs d'école de ces 1600. Et là, notre principal défi, c'est de l'extension, mise à l'échelle au niveau national. Donc là, on va essayer, c'est ça notre principal objectif, c'est de mettre en place tous les tableaux de bord dans tous les écoles primaires publiques avant la rentrée de l'année scolaire 2017-2018, c'est-à-dire avant octobre 2017. Puisque actuellement on a déjà l'appui de nos partenaires pour financer les activités et pour accélérer cette implémentation, il y aurait des formations de formateurs au niveau des régions et au niveau des circonscriptions scolaires. Et là, nous sommes en cours de finalisation des guides d'utilisation des tableaux de bord. Donc, avec ces renforcements de capacité au niveau régional et local, et aussi les guides, nous espérons bien donc mettre tout ça en place à la rentrée scolaire de 2017-2018. Alors là, on a une question à Togo et à Madagascar. À la fois. Et on va commencer avec Togo, s'il vous plaît, pour la réponse. Alors la question, c'est est-ce que vous pouvez partager un exemple où, quand les données ont permis les parents ou les membres de la communauté pour garder l'école ou les officiels de gouvernement to account. Comment on dit ça? Je m'excuse, je suis en train de traduire de l'anglais. Ça veut dire que des exemples de données qui ont permis aux parents donc d'établir donc les responsabilités
c'est-à-dire que de tenir le gouvernement responsable de certaines données ou bien de certains aspects du programme. C'est un peu l'idée. Bon, je disais tout à l'heure que nous voulons généraliser les projets d'école. Donc, les projets d'école sont élaborés avec la communauté. Donc, lorsque l'école a son tableau de bord, donc il y a les indicateurs qui sont là, ces indicateurs permettent de faire le diagnostic au niveau de l'école. Donc, avec la communauté qui participe bien sûr à cette phase diagnostique et de proposer donc des actions dans le projet d'école pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent au niveau de l'école. C'est la réponse du Togo. Pour Madagascar, bon, là, à titre d'exemple, vous savez qu'au niveau des écoles, nous les imprimons en 2 exemplaires. Dans un exemplaire ça est affiché donc au niveau de l'école. Et le deuxième, c'est au bureau du chef d'établissement, du directeur d'école. Là, ce qu'on avait constaté, c'est vraiment l'implication, la demande de la communauté, surtout des parents d'élèves. Puisque là, par exemple, il y a des ressources qui sont obtenues par l'école et mentionnées dans le tableau de bord. Donc, il y a des questions que posent les parents d'élèves. Pourquoi on continue à payer puisque là, ça n'enlève pas la cotisation des parents d'élèves au niveau des écoles. Mais ils posent des questions. Si on a tel montant de la part de l'État ou des partenaires techniques et financiers, pourquoi on nous demande toujours tel montant? Donc ça, il y a des discussions entre les enseignants, le directeur et les parents d'élèves pour fixer les montants des futures cotisations. Là où les parents ont constaté, par exemple, dans l'école, il y a 90% des élèves qui n'ont pas eu la moyenne en mathématiques. Donc là, la communauté, les parents posent des questions à l'enseignant. Pourquoi qu'est-ce qu'il veut? Donc on cherche ensemble les solutions. Et là, c'est au niveau de l'équipe pédagogique. Là, c'est vraiment actuellement, donc dans les écoles où il y a les tableaux de bord, là, l'encadrement des enseignants se fasse selon les résultats qui se trouvent dans le tableau de bord. Sur les résultats d'apprentissage, il faudrait que je signale aussi qu'il y a une comparaison entre les résultats de l'année dernière et de l'année en cours. Donc, s'il y a une baisse des résultats, là, généralement, les parents d'élèves demandent au chef d'établissement d'être un peu plus rigoureux sur la présence des enseignants, la présence des élèves et ainsi de suite. Merci beaucoup. Monsieur, alors, on a une autre question pour Togo et Madagascar. Et la question est ceci. Quelle est la méthodologie utilisée à Madagascar et à Togo pour recenser les enfants hors école et ainsi permettre le reporting de cette donnée dans les TDB? Est-ce qu'on peut commencer à Madagascar, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Là, généralement, dans notre collecte de données, dans notre base de données, ce sont les informations, les données statistiques de ceux qui se trouvent à l'école. Donc, nous, on ne fait pas des collectes des élèves qui ne sont pas à l'école. Par contre, on peut estimer sur les décrochages, les déscolarisés. Mais dans le cadre de ce tableau de bord, là, il y a une partie
que c'est la communauté, les parents d'élèves qui remplissent le tableau. Donc il y a tous les parents qui sont là, tel parent a 2 enfants, dont une n'est pas à l'école, l'autre à l'école. Donc ça se fait lors du remplissage du tableau de bord, donc au niveau local même, avec les parents d'élèves et la communauté. Et bien sûr les parents, les enseignants et le chef d'établissement. Voilà, s'il vous plaît. Et le reporting, est-ce que ces informations sont donc publiées, c'est connu par tous, pour savoir un peu, parce que l'une des statistiques que nous voulons savoir, en fait, c'est la proportion des enfants qui ne sont pas à l'école. Donc, est-ce que le reporting se fait facilement, s'il vous plaît? En fin de compte, là, quand on a démarré, là, pour les estimations, bien sûr, il y a l'enquête ménage les enquêtes permanentes de ménage que fait l'Institut des statistiques. Donc, c'est un institut national. Là, généralement, nous utilisons les résultats de ces enquêtes-là. Mais au niveau de ces enfants qui ne sont pas à l'école, comme nous ne sommes on a pu mettre en place que dans 1600 établissements, là on ne peut pas encore donc diffuser ou partager les données, mais quand on serait quand on a tous les tableaux de bord de toutes les écoles primaires, peut-être à ce moment-là, on peut partager les informations, on peut les publier. D'accord, parfait, je vous remercie. Donc autour de l'équipe du Togo, pour nous faire un peu le point sur comment on tacle un peu l'histoire de la difficulté à savoir la proportion des enfants non scolarisés. Ok, merci beaucoup. Il faut dire qu'au Togo, nous n'avons pas intégré le nombre d'enfants non scolarisés ou déscolarisés dans le tableau de bord. Cependant, c'est un élément essentiel et c'est un travail qui se fait lorsque, au niveau de l'école, on veut élaborer le projet d'école. Donc, comme je l'ai dit, il y a la participation de la communauté. Donc, c'est la communauté qui fait ce recensement pour pouvoir dénombrer les enfants qui ne sont pas à l'école pour que des actions de sensibilisation, de plaidoyer ou de prise en charge soient planifiées dans leur projet d'école. Mais en tout temps aussi, l'UNICEF avait appuyé le ministère à organiser un recensement des enfants qui ne sont pas à l'école. Et donc, nous avons utilisé la méthodologie de pair à pair. Donc, ce sont les enfants qui étaient à l'école. C'est à eux qu'on a demandé s'ils connaissent d'autres enfants de leur âge qui ne sont pas à l'école. S'ils disent oui, donc, ils ont eu des questionnaires, ils ont été formés. Donc, à partir de ces questionnaires, ils sont allés recenser ces enfants-là. C'est vrai qu'il y a certains enfants qu'on n'a pas pu atteindre, les enfants de la rue, ou bien les milieux dans lesquels il n'y a pas d'école. Donc, effectivement, on n'a pas pu recenser ces enfants-là. Mais lorsque nous avons fait la comparaison avec le recensement, les données du recensement de la population qui a eu lieu en 2010, nous avons quand même pu atteindre 80% des enfants qui ne sont pas à l'école avec cette méthodologie. Et nous pensons faire ce recensement-là régulièrement pour pouvoir actualiser aussi cette base de données, parce que nous avons les noms des enfants, leur localité, les raisons, pour que des actions soient menées en leur faveur. Et ce recensement constituera aussi une référence pour les communautés. Donc, lorsque ces communautés vont recenser ces enfants, on pourra toutefois comparer ce nombre-là à ce qu'on a dans le recensement qui a été fait. Donc, voilà ce que nous pouvons dire concernant le Togo. Voilà, je vous remercie. On passe à la question suivante, s'il vous plaît. D'accord. Alors, merci bien. J'ai une autre question pour les équipes des deux pays, s'il vous plaît. Alors, la question est, quelle est la position de la société civile envers le programme dans les deux pays? Et deuxièmement, quelle assurance pouvez-vous donner que les issues traitées sont celles qui sont les plus critiques pour augmenter la qualité d'éducation?
Alors, en premier, la question quelle est la position de la société civile locale envers le programme? Et peut-être on peut commencer à Togo. Et la deuxième question? La deuxième partie. Pardon, la deuxième partie, quelle assurance pouvez-vous donner que les issues traitées sont celles les plus critiques pour augmenter la qualité d'éducation? Je m'excuse, hein, c'est pas la traduction, l'interprétation, je lis la question en anglais. J'espère que c'est clair. Assez clair. C'est bien ça? C'est vraiment le cas. On peut toujours reprendre. Hein. Si vous n'avez pas bien compris la question, on peut toujours la reprendre. D'accord. On va commencer avec la première partie, s'il vous plaît, qui est quelle est la position envers la société de la société civile locale envers le programme. Et pour augmenter un peu, quel est l'engagement? Voilà. C'est-à-dire que l'une des composantes les plus solides du concept GPE, c'est la participation effective, c'est l'appui de la société civile pour faire un peu le contrepoids, pour voir un peu ce qui se passe. Donc, c'est la question reflète un peu cette idée de voir quelle est l'appropriation par la société civile donc, de ce projet qui est très important au niveau des données. Et voilà. Donc, vous savez, si vous avez une position, vous avez une. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? C'est ça la question. Bien, merci. Il faut dire que pour ce projet, nous n'avons pas directement impliqué la société civile. Mais les résultats sont présentés à tout le monde. Donc, en mai, oui, lorsque nous avons fait la revue du plan sectoriel de l'éducation, où tout le monde était là, la société civile était fortement représentée, nous avons présenté cette initiative, appuyée par le GPE, l'UNESCO, l'UNICEF et le pôle de Dakar. Donc, nous avons présenté l'initiative avec les résultats lors de la revue. Et je peux dire que ça a été beaucoup apprécié par la société civile qui, effectivement, cherche même à avoir, s'ils peuvent avoir les fichiers, pour voir un peu l'évolution des contextes des établissements scolaires pour pouvoir faire des plaidoyers en la matière. Et puis la deuxième composante de la question, je crois que c'est celle-là, c'est comment est-ce qu'on s'assure que les domaines, donc par les tableaux de bord, donc mettre l'accent sur les éléments qui contribuent le plus à améliorer la qualité de l'éducation dans votre pays. C'est ça la question. La question, c'est que on veut passer vraiment à la qualité, au learning, comme on dit en anglais. Et donc, si par hasard, dans votre tableau de bord, il y a des indicateurs qui vous poussent vraiment à mettre l'accent, en particulier sur cet aspect d'apprentissage. Oui, c'est toujours le Togo. Dans le tableau de bord, oui, nous avons, comme nous l'avons dit, nous avons introduit des données sur les examens. Sur les examens qui permettent de voir le nombre d'élèves qui ont eu la moyenne en mathématiques, en français, dans les leçons, et aussi la moyenne de l'école dans ces matières-là. Donc, déjà, ça permet de voir, est-ce qu'au moins au niveau de la dernière année, est-ce que vraiment les élèves ont quand même pu atteindre un certain niveau? Parce que c'est vrai que la question des examens, parfois, ce n'est pas toujours la moyenne, 10 sur 20 qui est prise pour être admis. Mais c'est pourquoi nous avons cherché à savoir quelle est la note effective, le nombre d'élèves qui ont eu au moins 10 et la moyenne de l'école même par rapport à dans tous ces domaines-là. Mais aussi, il y a cette question de rétention. D'accord? Classe par classe. Le pourcentage de redoublants
aussi à tous les niveaux. Et c'est avec ces résultats que nous donnons une liste à l'inspecteur pour lui permettre de prioriser les écoles à visiter. Là, ils ont beaucoup d'écoles. Nous aussi, le personnel d'encadrement n'est pas très suffisant. Donc, il faut qu'ils fassent la priorité des choses pour savoir quelles sont les écoles qu'il doit visiter premièrement, qu'il est obligé de visiter au cours de l'année. Et je pense que c'est lors de ces visites vraiment que l'inspecteur peut déceler les vrais problèmes qui se posent à l'école. Donc nos outils ne permettent pas vraiment d'aller au fond. Nous nous arrêtons aux examens, nous nous arrêtons aux données d'efficacité interne et avec ça, nous disons à l'inspecteur, voilà, dans votre inspection, il y a par exemple 20 écoles où ça ne marche pas, alors qu'ils ont, tous les enseignants sont par exemple des fonctionnaires très expérimentés, peut-être qu'il y a quelques problèmes, donc, et lorsque l'inspecteur se rend dans ces écoles-là, il a vraiment le diagnostic de l'école, et puis c'est à son niveau qu'il prévoit maintenant les plans d'action pour pouvoir former les enseignants, former les directeurs à l'appui pédagogique qu'ils doivent donner aux enseignants. Merci. D'accord, je vous remercie. Donc, c'est au tour maintenant à Madagascar de nous faire un peu quelques réflexions donc, sur ces deux composantes. Les deux composantes étant donc, la participation, ou bien l'appui, ou bien l'engouement de la société civile donc, envers ce projet-là. Et la deuxième composante, dans quelle mesure est-ce que donc, nos tableaux de bord pour votre pays essaient de mettre l'accent sur tout ce qui contribue à améliorer la qualité de l'éducation dans votre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que au niveau national, la société civile est un peu, disons, mal organisée à Madagascar. Donc, ce n'est que récemment, avec l'appui des partenaires et surtout d'UNICEF, que nous commençons donc à les sensibiliser à ce qu'il y a une meilleure organisation, puisque la société civile est représentée dans le groupe local des partenaires de l'éducation, dans le GLPE. Donc là, à ce titre, lors des consultations, quand on a lancé l'initiative, ils étaient présents dans les consultations et ils ont donc participé aussi à la définition des objectifs. Ce qu'on leur a annoncé aussi, c'est que, donc c'est implicitement, puisque quand on va mettre en place ces tableaux de bord au niveau des écoles, vous devriez participer à la discussion en tant que communauté, en tant que parents d'élèves, mais non pas en tant que structure de la société civile. Là, donc, c'est en cours le plateforme de la société civile, c'est en cours de réorganisation, quoi. Donc, c'est à ce titre que nous pourrions dire qu'ils ont participé en tant que membres du groupe local des partenaires de l'éducation. Comme le Togo, sous l'amélioration des apprentissages, là, quand on a lancé l'initiative, on a commencé donc à informatiser les résultats des examens nationaux, les examens officiels. Donc, ce sont des données qui existent, à part comme je l'ai annoncé dans le contexte, sous les résultats d'apprentissage enquête PASEC, Madagascar rend des résultats les plus bas sur les 11 pays quand on compare les pays. Donc c'est pourquoi on a pris aussi ces disciplines en mathématiques français malgache comme analyser spécifiquement les résultats au niveau de chaque école. Là c'est un outil pour le tableau de bord, on le considère comme un outil pour que les encadreurs pédagogiques puissent programmer leur visite d'école
vers les écoles où on a constaté où il y a des problèmes, où les résultats sont faibles par rapport à la moyenne de la commune. Vous avez dans chaque commune, il y a un encadreur, le chef de zone administrative et pédagogique. C'est un encadreur pédagogique. Donc, dans sa commune, il doit cibler les écoles qui ont les plus mauvais résultats au lieu d'aller dans n'importe quelle école. Donc, au moins, c'est déjà orienté donc, les activités d'encadrement. Et là, comme pour le redoublement, Madagascar, depuis 20 ans, je le dis, le pourcentage de redoublants se stagne à 20% dans l'enseignement primaire. Donc c'est pourquoi on a pris aussi cet indicateur pour comment réduire vraiment ce redoublement, puisque ça impacte sur, quand les enfants redoublent plusieurs fois, ils quittent l'école après. Donc au moins donc, améliorer ces indicateurs. Puis quand ce serait, disons après quelques années d'expérience, on va évaluer si vraiment il y a eu une amélioration des apprentissages. Merci bien. Je vous remercie. Merci bien, monsieur. Alors, j'ai deux questions suivantes de cette issue pour les équipes de deux pays. En premier, la question est quel mécanisme est-il mis en place pour assurer la transparence de la diffusion des résultats de chaque école? En premier. Et une deuxième question qui est un peu à part de ça, et quel est le processus de distribuer les tableaux de bord ou dans des environnements qui n'ont pas d'électricité et pas de moyens pour imprimer les tableaux à bord? Pour imprimer, quoi. Imprimer, voilà, exactement. Alors, en premier, c'est une question les mécanismes en place pour assurer la transparence de la diffusion des résultats de chaque école. Et deuxièmement, comment distribuer les tableaux de bord dans des endroits où il n'y a pas d'électricité et donc pas de moyens pour imprimer les tableaux à bord. Et peut-être on peut commencer à Madagascar, puisqu'on l'a en ligne. Collègue est là. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est une question donc à deux volets en fait. Oui. Merci bien. D'abord pour la première question sur le mécanisme pour la transparence des diffusions des résultats. Nous, ce qu'on a pris et mis en place, c'est l'affichage. On affiche le tableau de bord au niveau de l'école. Donc, tout le monde peut voir les résultats puisque l'école peut cacher vraiment les résultats. Et peut-être que ça va être lié avec la deuxième question. Parce que pour nous, les tableaux de bord ne sont pas imprimés au niveau des écoles, mais au niveau des districts, dans les circonscriptions scolaires. Là, il y a l'électricité. Donc, c'est produit imprimé à partir du district pour être distribué ensuite au niveau des écoles. Heureusement aussi que les partenaires techniques nous ont appuyés pour la dotation en équipement informatique et de photocopieuses pour les districts pour dupliquer donc les tableaux de bord. Donc ça est fait automatiquement donc, au niveau des districts et donc c'est l'affichage. Donc les résultats aux examens proviennent de la base examen saisie au niveau des districts. Ok, je vous remercie. Okay. Merci. Encore une fois, pour question de temps et de... je crois qu'il y a des questions qui continuent à arriver. Oui. Nous ne pourrons malheureusement pas avoir le temps pour répondre à toutes ces questions-là. Je crois qu'on a promis finir ce webinaire à 9h30, heure de Washington. Donc, on a à peu près, je crois, 15 minutes.
Et soit on prend encore quelques questions, ça c'est une option. La deuxième option, c'est qu'on donne encore pour 1 minute ou deux, donc la chance donc à l'UNICEF et donc au Togo, à l'équipe du Togo et à l'équipe de Madagascar, pour donc dire peut-être quelque chose qu'on n'a pas, sur lesquels on n'a pas mis l'accent ou si, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir là, hein, vous m'excusez. Et donc, soit nous pouvons prendre encore une série de questions, et ce sera la dernière, et ensuite, j'aimerais quand même vous donner l'occasion, surtout à l'UNICEF, à Gabriel, à qui on n'a pas posé beaucoup de questions. Et j'ai des questions pour Gabriel. Ah, ok, d'accord. Donc, je propose que, donc Yann, si nous avons par exemple une question ou deux pour Gabriel, oui. Je propose qu'on nous pose ces questions-là et qu'ensuite on vous donne encore l'occasion de revenir sur un point ou deux où vous pensez que les gens n'ont pas beaucoup de questions ou bien que vous pensez être vraiment très important, et ensuite on fait le wrap-up comme on dit en anglais. Donc voilà, donc à Gabriel, les questions. Avant qu'on passe aux questions à Gabriel, est-ce qu'on peut entendre de l'équipe de Togo sur ces deux questions les mécanismes pour assurer la transparence de la diffusion des résultats de chaque école? Ah, d'accord. Et deuxièmement, cette question de distribuer les tableaux de bord dans des endroits où il n'y a pas d'électricité. D'accord, je vous remercie. Je m'excuse encore une fois. L'équipe de Togo, vous avez la parole. Ok, merci. Sinon, c'est pratiquement la même réponse que le Madagascar. Au Togo, les tableaux de bord sont imprimés au niveau central et envoyés dans les régions. Les régions les envoient au niveau des inspections, et des inspections, ça atterrit dans les établissements scolaires. Donc, s'agissant de la question de la transparence, c'est vrai, nous avons aussi demandé aux chefs d'établissement d'afficher ces tableaux de bord dans les écoles, mais aussi, comme ils doivent les utiliser pour l'élaboration des projets d'école, donc c'est obligatoire que le directeur puisse présenter son tableau de bord école pour que la communauté puisse s'en servir. Et par conséquent, au départ, nous utilisions la base de données de l'année en cours. Effectivement, on a quelques problèmes. Certains établissements ne retournent pas les questionnaires. Donc, en ce moment, l'école n'aura pas son tableau de bord pour l'année-là. Mais avec ce projet, on a décidé de produire automatiquement les tableaux de bord pour toutes les écoles, parce que nous avons un répertoire exhaustif. Donc, lorsque le directeur ne sera pas en mesure de présenter son tableau de bord à la communauté, ça veut dire qu'il n'a pas rempli la fiche d'enquête non plus. Donc, il est redevable envers la communauté. Donc, voilà un peu les mécanismes que nous avons mis en place pour pouvoir assurer la transparence. Sinon, au niveau des inspections, les inspections, ils ont le fichier électronique. Toutes les inspections sont plus ou moins en milieu urbain. Donc, il y a l'électricité à leur niveau. Et même avec l'appui du projet financé par le GPE, nous sommes en train d'acquérir des tablettes pour les inspecteurs. Et chaque fois, nous leur enverrons les tableaux de bord sur les tablettes qu'ils vont utiliser lors des visites dans les établissements scolaires. Merci. Je vous remercie. Merci bien, monsieur. Alors, deux questions pour l'UNICEF New York à Gabriel, s'il vous plaît. En premier, quels sont les moyens que l'UNICEF utilise pour mesurer l'impact du programme DMS? Et deuxièmement, quels sont les moyens que l'UNICEF utilise pour supporter l'échange des expériences entre les pays qui font partie du programme? Ça tombe très bien parce que ça fait partie un petit peu des choses qui manquaient à la discussion, vu qu'on a vu les pays individuels. Et donc, vous m'entendez? Oui, assez bien. Ok. Et donc, juste pour prendre finalement one step back, regarder ça un petit peu à distance, nous avons 5 pays et nous travaillons
à mieux tirer des leçons de ces 5 pays. D'abord, un point qui est peut-être important à prendre en compte, c'est que les 5 pays sont dans des régions différentes. Donc l'idée est vraiment de voir dans des contextes très différents comment l'initiative fonctionne. Donc les leçons, on les obtient en partie parce que pour chaque pays individuel, on fait un état des lieux de comment l'initiative progresse, quels ont été les défis, quels ont été les résultats accomplis. Aussi parce que nous allons faire une évaluation en ZABI qui est déjà débutée, et donc une évaluation en comparant les résultats dans les écoles d'intervention et les autres écoles. Donc il y a aussi des évaluations qui ne sont pas simplement un état des lieux du projet, mais ce qui s'appelle je ne vais pas trouver le mot en français, mais peu importe. Donc des évaluations finalement de l'impact du projet concrètement au niveau des écoles par rapport aux écoles témoins. Et puis nous complétons aussi ce projet par un certain nombre d'analyses de données secondaires, en particulier des données émises de pays, en regardant finalement, lorsque c'est intégré dans les données émises, l'intervention, l'implication des parents, des communautés, quel est l'impact. Donc nous avons tout un faisceau d'informations que nous mettons en commun en relation avec ce projet. Donc, comment nous soutenons les échanges? Une des façons de disséminer, en tout cas, les informations, c'est celle d'aujourd'hui, la webinar. Aussi, nous avons eu quelques occasions de présentation, et nous allons continuer donc à promouvoir les partages entre les pays du projet, mais aussi plus largement avec des pays qui aimeraient peut-être avoir le même genre de projet dans le futur. Un autre point que j'aurais aimé préciser, même si ce n'est pas une réponse aux questions, c'est juste pour rappeler à ceux qui nous écoutent que ce genre de projet prend du temps. Donc là, ce que vous avez entendu, ce n'est que des premières étapes du projet. Donc vous voyez, ça prend déjà du temps pour rien qu'au niveau du ministère, simplement avoir les données d'apprentissage qui sont liées aux données émises, c'est quelque chose de très technique, mais ça prend du temps, et c'est essentiel évidemment pour qu'après au niveau des écoles, des parents, ils aient cette information sur l'apprentissage. Et comme l'a dit la personne au Togo, c'est important d'être jugé vraiment sur les résultats. Les résultats, c'est les résultats d'apprentissage, c'est les résultats d'abandon, et ça, le travail que l'on fait au début, qui est un travail finalement très mathématique, très donné, peut-être pas très sexy entre guillemets, que l'on fait au niveau du ministère, c'est très important pour arriver à ce niveau-là. Et donc les éléments qui sont encore à venir plus importants, c'est il va y avoir une implication croissante aussi des communautés, une implication, donc un usage croissant de ces tableaux de bord, plus de formation. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a encore des étapes à venir. Ok, parfait, je te remercie. Une petite pointe, c'est que malheureusement, on n'a pas eu la possibilité de partager la présentation de Madagascar, mais on va l'envoyer par email après à tout le monde, à tous les participants. Voilà, okay. Exactement. Parfait. À vous, monsieur. Parfait. Non, je crois que Gabriel a bien fait de rappeler quelques points. Je propose pour le temps qui reste, je vois par exemple que l'équipe du Togo est donc assez fort en nombre. Je propose, si je peux me permettre, donc de passer la parole donc à l'équipe du Togo pour quelques minutes, soit de dire quelque chose qui est important qu'on n'a peut-être pas discuté, ou bien de donner l'occasion donc ou bien de présenter très brièvement le nom, la fonction donc de ceux qui sont venus supporter donc l'intervenant principal. Donc si avec votre permission, je passe la parole à l'équipe du Togo. Ok, merci. Au niveau du Togo, nous avons remarqué qu'avec la venue de ce projet, il y avait plus de communication autour des tableaux de bord d'école. Avant, c'était juste une activité au niveau de la direction de la planification, mais maintenant, tout le monde est impliqué. Il y a les partenaires aussi qui sont impliqués, tout le monde est informé, tout le monde sait qu'il y a un travail comme ça qui se fait. Donc, nous sollicitons que cette communication puisse continuer pour que chaque communauté sache qu'il y a
un produit comme ça qui va leur permettre de juger de la performance de leur établissement scolaire. Il y a aussi cette question de l'utilisation des données des examens, effectivement, qui vont permettre aux inspecteurs de cibler des écoles prioritaires à inspecter. Il y a aussi cette question de développement de tableaux de bord simplifiés à l'attention des communautés. Nous sommes en train, mais nous avons constaté que au niveau du de Madagascar plutôt, c'est une langue locale, une langue nationale qui est sur leur tableau de bord simplifié. Alors, est-ce qu'au niveau du Madagascar, il y a une seule langue nationale ou bien il y a d'autres langues? Parce que nous, au Togo, on en a plusieurs, donc nous avons quelques difficultés parce qu'il faut vraiment rendre l'outil très facile pour les communautés. Bon, et puis aussi l'utilisation de cet outil pour l'élaboration des projets d'école, c'est un aspect très important. Et lorsque nous irons à la généralisation, nous verrons que tous les partenaires, tous les acteurs du système éducatif utilisent effectivement cet outil que le PEM, l'UNICEF et l'UNESCO nous ont appuyé à améliorer. Nous tenons à les remercier ici. Donc, comme vous l'avez dit, très rapidement, nous allons faire une présentation autour de la table du Togo. On peut y aller? Ben, allez-y. Le nom et la fonction. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, je suis Yannick Guissard, responsable du programme éducation à l'UNICEF Togo. Je suis Joafé Abra-Badia et je suis économiste planificateur à la direction de la planification au ministère de l'enseignement primaire secondaire. Bon, Tchalik aussi, le présentateur. Delali Akbalo à l'éducation à UNICEF. Damouin Kofi, planificateur cette session 4 scolaire du Togo. Djegle Kekeli, gestionnaire de base de données à la direction de la planification. Samati Komlan, statisticien à la direction de la planification. Je vous remercie. Je passe la parole donc à l'équipe de Madagascar. Si par hasard il y a d'autres personnes dans la salle ou voilà. Peut-être que vous allez vous présenter. Merci bien, merci beaucoup. D'abord, pour répondre aux questions de nos collègues de Togo, évidemment, effectivement, notre tableau de bord simplifié pour la communauté en langue nationale, en langue malgache. Là, nous avons une seule langue nationale officielle, et même s'il y a quelques dialectes locaux, là, on se comprend. Tout le monde comprend la langue officielle malgache. Donc, on n'a pas de problème sur l'utilisation de cette langue. Avant de conclure, peut-être, pour signaler, moi, quand j'ai parlé que l'impression des tableaux de bord va se faire au niveau des districts, mais ça va se faire quand on aurait les équipements pour les circonscriptions scolaires. Mais pour les 1600 écoles qu'on a déjà pu développer, ça a été imprimé et élaboré au niveau du ministère central. Donc c'est nous, la direction de la planification, qui a imprimé, mais quand les matériels, les équipements seront disponibles, on va implanter l'application au niveau des matériels de chaque circonscription. Donc ce sont eux qui vont générer automatiquement le tableau de bord. Ensuite, pour terminer, je pense que vous savez, la crise sociopolitique qui est sévie à Madagascar depuis 2009 a complètement affecté le système éducatif malgache. Donc c'est durant cette période qu'il y a une forte déscolarisation, l'abandon des parents d'élèves, ils retirent leurs enfants. Donc la confiance, il n'y a plus de confiance des parents d'élèves vers les écoles primaires publiques. Donc grâce à la mise en place de ce tableau de bord, nous on constate que cette confiance, il y a un retour de cette confiance.
Et là, la communauté ou les parents d'élèves s'approprient vraiment que c'est leur école. Donc là, c'est un des grands impacts, bénéfices qu'on a constatés sur la mise en place ou le démarrage de ce programme. Et voilà. Pour terminer, je remercie les organisateurs de ce webinaire, puisque on a recruté un expert qui a travaillé avec le Togo, qu'on avait recruté aussi à Madagascar pour développer et lancer cette initiative. Donc, merci beaucoup. Oui, parfait. Sous souci que la communication se coupe, donc j'enchaîne aussi pour dire que donc c'est avec un grand plaisir que j'ai aussi pu servir à communiquer avec aujourd'hui. Je tiens à vous dire merci. Donc je tiens aussi à vous rappeler que cette séance a été faite donc en français. Et donc il y a une séance de même sujet qui va se faire, je crois que c'est le 27 juillet. Cette fois, ce sera en anglais. Et donc, je vous invite tous à joindre donc ce webinaire pour échanger, parce que le but principal aussi, c'est d'apprendre d'autres pays. Et s'il y a une chose que je retiens, encore une fois, le matériel vous sera distribué d'ici quelques semaines. S'il y a une chose que je retiens, c'est tableau de bord. Je préfère avoir une ou deux pages de tableau de bord que d'avoir 200 pages d'écrit. Aujourd'hui, il y a l'information partout. Résumer l'information à quelque chose d'utile pour l'autorité, je crois que c'est quelque chose de très important. Donc vraiment, je félicite tous ceux qui sont impliqués dans ce projet. L'UNICEF, merci encore une fois de nous aider donc à vraiment réaliser ce projet dans plusieurs pays. Et donc, je ne veux plus m'attarder, je vous dis merci pour votre attention. Je vous dis au revoir et peut-être à très bientôt. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Merci.